Garçon, un boc. À José Maria de Heredia. Pourquoi suis-je entré ce soir-là dans cette brasserie ? Je n'en sais rien. Il faisait froid. Une fine pluie, une poussière d'eau voltigeait, voilait les becs de gaz d'une brume transparente, faisait luire les trottoirs que traversaient les lueurs des devantures, éclairant la boue humide et les pieds sales des passants. Je n'allais nulle part, je marchais un peu, après dîner. Je passais le Crédit Lyonnais, la rue Vivienne, d'autres rues encore. J'aperçus soudain une grande brasserie, à moitié pleine. J'entrai, sans aucune raison, je n'avais pas soif. D'un coup d'œil, je cherchais une place où je ne serais point trop serré, et j'allais m'asseoir à côté d'un homme qui me parut vieux et qui fumait une pipe de 2 sous, en terre, noire comme un charbon. 6 ou 8 soucoupes de verre, empilées sur la table devant lui, indiquaient le nombre de bocs qu'il avait absorbés déjà. Je n'examinais pas mon voisin. D'un coup d'œil, j'avais reconnu un boqueur, un de ces habitués de brasserie, qui arrivent le matin quand on ouvre et s'en vont le soir quand on ferme. Il était sale, chauve au milieu du crâne, tandis que de longs cheveux gras, poivre et sel tombaient sur le col de sa redingote. Ses habits trop larges semblaient avoir été faits au temps où il avait du ventre. On devinait que le pantalon ne tenait guère et que cet homme ne pouvait faire 10 pas sans rajuster et retenir ce vêtement mal attaché. M'avait-il un gilet ? La seule pensée des bottines et de ce qu'elles enfermaient me terrifia. Les manchettes effiloquées étaient complètement noires du bord, comme les ongles. Dès que je fus assis à son côté, ce personnage me dit, d'une voix tranquille, « Tu vas bien ?» Je me tournai vers lui d'une secousse, et je le dévisageai. Il reprit, « Tu ne me reconnais pas ?»« Non. » »« Desbarret ?» Je fus stupéfait. C'était le comte Jean Desbarret, mon ancien camarade de collège. Je lui serrai la main, tellement interdit que je ne trouvais rien à dire. Enfin, je balbutiai. « Et toi, tu vas bien ?» Il répondit placidement, « Moi, comme je peux. » Il se tut. Je voulus être aimable. Je cherchai une phrase. « Et qu'est-ce que tu fais ?» Il répliqua avec résignation, « Tu vois ?» Je me sentis rougir. J'insistai, « Mais tous les jours… » Il prononça, en soufflant d'épaisses bouffées de fumée, « Tous les jours, c'est la même chose. » Puis, tapant sur le marbre de la table avec un sou qui traînait, il s'écria, « Garçon, 2 bocs !» Une voix lointaine répéta, « 2 bocs aux 4 !» Une autre voix, plus éloignée encore, lança un « Voilà !» suraigu. Puis un homme en tablier blanc apparut, portant les 2 bocs dont il répandait, en courant, les gouttes jaunes sur le sol sablé. Desbarret vida d'un trait son verre et le reposa sur la table, pendant qu'il aspirait la mousse restée en ses moustaches. Puis il demanda, « quoi de neuf ?» Je ne savais rien de neuf à lui dire, en vérité. Je balbutiai, « Mais rien, mon vieux. Moi, je suis commerçant. » Il prononça, de sa voix toujours égale, « ça t'amuse ?»« Non, mais que veux-tu ? Il faut bien faire quelque chose. »« Pourquoi ça ? Mais pour s'occuper. »« À quoi ça sert-il ? Moi, je ne fais rien, comme tu vois. Jamais rien. Quand on n'a pas le sou, je comprends qu'on travaille. Quand on a de quoi vivre, c'est inutile. À quoi bon travailler ? Le fais-tu pour toi ou pour les autres ? Si tu le fais pour toi, c'est que ça t'amuse, alors très bien. Si tu le fais pour les autres, tu n'es qu'un niais. » Puis, posant sa pipe sur le marbre, il cria de nouveau, « Garçon, un boc !»
et reprit « Ça me donne soif de parler. Je n'en ai pas l'habitude. Oui, moi, je ne fais rien. Je me laisse aller, je vieillis. En mourant, je n'en regretterai rien. Je n'aurai pas d'autre souvenir que cette brasserie. Pas de femme, pas d'enfant, pas de soucis, pas de chagrin. Rien. Ça vaut mieux. » Il vida le boc qu'on lui avait apporté, passa sa langue sur ses lèvres et reprit sa pipe. Je le considérais avec stupeur. Je lui demandai « Mais tu n'as pas toujours été ainsi ?»« Pardon, toujours, dès le collège. » »« Ce n'est pas une vie, ça, mon bon. C'est horrible. Voyons, tu fais bien quelque chose, tu aimes quelque chose, tu as des amis. » »« Non, je me lève à midi, je viens ici, je déjeune, je bois des bocs, j'attends la nuit, je dîne, je bois des bocs. Puis, vers 1h30 du matin, je retourne me coucher parce qu'on ferme. C'est ce qui m'embête le plus. Depuis 10 ans, j'ai bien passé 6 années sur cette banquette dans mon coin. Elle reste dans mon lit, jamais ailleurs. Je cause quelquefois avec des habitués. Mais en arrivant à Paris, qu'est-ce que tu as fait tout d'abord ? J'ai fait mon droit au café de Médicis. Mais après, j'ai passé l'eau et je suis venu ici. Pourquoi as-tu pris cette peine ? Que veux-tu ? On ne peut pas rester toute sa vie au quartier latin. Les étudiants font trop de bruit. Maintenant, je ne bougerai plus. Garçon, un boc. Je croyais qu'il se moquait de moi. J'insistais. Voyons, sois franc. Tu as eu quelques gros chagrins. Un désespoir d'amour, sans doute. Certes, tu es un homme que le malheur a frappé. Quel âge as-tu ? J'ai 33 ans. Mais j'en parais au moins 45. Je le regardais bien en face. Sa figure ridée, mal soignée, semblait presque celle d'un vieillard. Sur le sommet du crâne, quelques longs cheveux voltigeaient au-dessus de la peau d'une propreté douteuse. Il avait des sourcils énormes, une forte moustache et une barbe épaisse. J'eus brusquement, je ne sais pourquoi, la vision d'une cuvette pleine d'eau noirâtre, l'eau où aurait été lavé tout ce poil. Je lui dis « En effet, tu as l'air plus vieux que ton âge. Certainement, tu as eu des chagrins. » Il répliqua « Je t'assure que non. Je suis vieux parce que je ne prends jamais l'air. Il n'y a rien qui détériore les gens comme la vie de café. » Je ne pouvais le croire. Tu as bien aussi fait la noce. On n'est pas chauve comme tu l'es sans avoir beaucoup aimé. Il secoua tranquillement le front, semant sur son dos les petites choses blanches qui tombaient de ses derniers cheveux. Non, j'ai toujours été sage. Et, levant les yeux vers le lustre qui nous chauffait la tête, « Si je suis chauve, c'est la faute du gaz. Il est l'ennemi du cheveu. Garçon, un boc. Tu n'as pas soif ? » ?»« Non, merci. Mais vraiment, tu m'intéresses. Depuis quand as-tu un pareil découragement ? Ça n'est pas normal, ça n'est pas naturel. Il y a quelque chose là-dessous. » »« Oui, ça date de mon enfance. J'ai reçu un coup quand j'étais petit. Cela m'a tourné au noir pour jusqu'à la fin. » »« Quoi donc ? Tu veux le savoir ? Écoute. Tu te rappelles bien le château où je fus élevé, puisque tu y es venu 5 ou 6 fois pendant les vacances ? Tu te rappelles ce grand bâtiment gris au milieu d'un grand parc et les longues avenues de chênes ouvertes vers les 4 points cardinaux ?
Tu te rappelles mon père et ma mère, tous les deux cérémonieux, solennels et sévères. J'adorais ma mère, je redoutais mon père, et je les respectais tous les deux, accoutumés d'ailleurs à voir tout le monde courbé devant eux. Ils étaient dans le pays Monsieur le Comte et Madame la Comtesse, et nos voisins aussi, les Tannemar, les Ravalet, les Brenneville, montraient, pour mes parents, une considération supérieure. J'avais alors 13 ans. J'étais gai, content de tout, comme on l'est à cet âge-là, tout plein du bonheur de vivre. Or, vers la fin de septembre, quelques jours avant ma rentrée au collège, comme je jouais à faire le loup dans les massifs du parc, courant au milieu des branches et des feuilles, j'aperçus, en traversant une avenue, papa et maman qui se promenaient. Je me rappelle cela comme d'hier. C'était par un jour de grand vent. Toute la ligne des arbres se courbait sous les rafales, gémissait, semblait pousser des cris, de ces cris sourds, profonds, que les forêts jettent dans les tempêtes. Les feuilles arrachées, jaunes déjà, s'envolaient comme des oiseaux, tourbillonnaient, tombaient, puis couraient tout le long de l'allée, ainsi que des bêtes rapides. Le soir venait, il faisait sombre dans les fourrés. Cette agitation du vent et des branches m'excitait, me faisait galoper comme un fou et hurler pour imiter les loups. Dès que j'eus aperçu mes parents, j'allais vers eux à pas furtifs, sous les branches, pour les surprendre, comme si j'eusse été un rôdeur véritable. Mais je m'arrêtais, saisi de peur, à quelques pas d'eux. Mon père, en proie à une terrible colère, criait « Ta mère est une sotte, mais d'ailleurs, ce n'est pas de ta mère qu'il s'agit, mais de toi. Je te dis que j'ai besoin de cet argent, et j'entends que tu signes. » Maman répondit d'une voix ferme « Je ne signerai pas. C'est la fortune de Jean, cela. Je la garde pour lui, et je ne veux pas que tu la manges encore avec des filles et des servantes, comme tu as fait de ton héritage. » Alors papa, tremblant de fureur, se retourna, et saisissant sa femme par le cou, il se mit à la frapper avec l'autre main de toute sa force en pleine figure. Le chapeau de maman tomba, ses cheveux dénoués se répandirent. Elle essayait de parer les coups, mais elle n'y pouvait parvenir. Et papa, comme fou, frappait. Elle roula par terre, cachant sa face dans ses deux bras. Alors, il la renversa sur le dos pour la battre encore, écartant les mains dont elle se couvrait le visage. Quant à moi, mon cher, il me semblait que le monde allait finir, que les lois éternelles étaient changées. J'éprouvais le bouleversement qu'on a devant les choses surnaturelles, devant les catastrophes monstrueuses, devant les irréparables désastres. Ma tête d'enfant s'égarait, s'affolait, et je me mis à crier de toute ma force, sans savoir pourquoi, en proie à une épouvante, à une douleur, à un effarement épouvantable. Mon père m'entendit, se retourna, m'aperçut, et se relevant, s'en vint vers moi. Je crus qu'il allait me tuer, et je m'enfuis comme un animal chassé, courant tout droit devant moi, dans le bois. J'allais peut-être 1 heure, peut-être 2, je ne sais pas. La nuit étant venue, je tombai sur l'herbe, et je restai là, éperdu, dévoré par la peur, rongé par un chagrin capable de briser à jamais un pauvre cœur d'enfant. J'avais froid, j'avais faim, peut-être. Le jour vint. Je n'osais plus me lever, ni marcher, ni revenir, ni me sauver encore, craignant
de rencontrer mon père, que je ne voulais plus revoir. Je serais peut-être mort de misère et de famine au pied de mon arbre, si le garde ne m'avait découvert et ramené de force. Je trouvai mes parents avec leur visage ordinaire. Ma mère me dit seulement « Comme tu m'as fait peur, vilain garçon, j'ai passé la nuit sans dormir. » Je ne répondis point, mais je me mis à pleurer. Mon père ne prononça pas une parole. 8 jours plus tard, je rentrais au collège. Eh bien, mon cher, c'était fini pour moi. J'avais vu l'autre face des choses, la mauvaise. Je n'ai plus aperçu la bonne depuis ce jour-là. Que s'est-il passé dans mon esprit? Quel phénomène étrange m'a retourné les idées? Je l'ignore. Mais je n'ai plus eu de goût pour rien, envie de rien, d'amour pour personne, de désir quelconque, d'ambition ou d'espérance. Et j'aperçois toujours ma pauvre mère par terre dans l'allée, tandis que mon père l'assommait. Maman est morte après quelques années. Mon père vit encore, je ne l'ai pas revu. Garçon, un boc. On lui apporta un boc qu'il engloutit d'une gorgée. Mais en reprenant sa pipe, comme il tremblait, il la cassa. Alors, il eut un geste désespéré et il dit « Tiens, c'est un vrai chagrin, ça, par exemple. J'en ai pour un mois à en culotter une nouvelle. » Et il lança à travers la vaste salle, pleine maintenant de fumée et de buveurs, son éternel cri. « Garçon, un boc et une pipe neuve !»